Allez, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Bonsoir tout le monde. Voilà. Et je dis invité spécial parce que c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui, je dirais, a fait pratiquement le tour du monde. Voilà, en passant par les États-Unis, l'Europe, l'Asie et bien évidemment l'Afrique. Donc, il est dans le domaine de l'éducation. Il va nous parler de son parcours, de ses expériences. Voilà. Et de tout ce qui va avec. Donc, on va le laisser se présenter. Oui. Alors bonjour, je m'appelle Daniel. Je suis professeur retraité de l'éducation nationale française. Et bien sûr, j'ai vécu un certain nombre d'expériences pendant ma carrière dans différents pays du monde, effectivement, où j'ai enseigné à des élèves. Alors, j'ai eu des tout petits élèves, même de maternelle, jusqu'à des grands élèves, jusqu'à des adultes. Donc, j'ai eu à peu près tous les niveaux. Et tous les niveaux de français aussi, du débutant jusqu'à des professeurs confirmés. Et actuellement, en étant à la retraite, j'appartiens à une ONG française qui s'appelle Agir. Et avec cette ONG, je continue à voyager pour promouvoir le français et pour aider les profs de français dans les pays étrangers à essayer d'adopter des pédagogies un peu différentes, des pédagogies plus basées sur ce qu'on appelle les pédagogies actives. D'accord. Une présentation vraiment complexe. Ok. Mais ma première question, pourquoi tu as décidé de faire une carrière dans l'éducation? Alors ça, c'est c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas. Petit, je rêvais d'être menuisier. D'accord. Je voulais être menuisier et les circonstances de la vie. Je suis né dans une famille nombreuse, on était 7 enfants. D'accord. Et mes parents ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de nous pousser dans les études. D'accord. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à l'école normale en France, enfin, ce qu'on appelle les IUFM maintenant, mais c'était à l'école normale. J'ai passé le concours et j'ai été pris. Ok. Alors, comme les études étaient gratuites quand on était à l'école normale, mes parents étaient bien contents que je sois là. Ils n'avaient pas à s'occuper ni de mon manger, ni de et même de ma paye après, puisque j'ai été payé une fois que j'ai passé mon baccalauréat. Donc, pour moi, c'était parti sur une voie qui était comme ça. Mais je ne voulais pas être professeur. Ah, d'accord. Je ne voulais pas être professeur. Je trouvais que c'était un métier, je ne sais pas comment dire, mais je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt dans ce métier-là, à faire répéter des choses par les élèves tout le temps. D'accord. Et puis, petit à petit, j'ai quand même exercé ce métier par nécessité. D'accord. Et petit à petit, je me suis pris au jeu et j'ai trouvé que c'était quand même un très beau métier et qui m'a permis de rencontrer tout un tas de gens différents. D'accord. Et la preuve, c'est que j'ai trouvé que c'était si beau métier que je continue maintenant la retraite. On voit vraiment. Voilà. Alors, mais par nécessité, tu disais par nécessité. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Nécessité. Mon père était un petit employé de la SNCF en France, hein, la Société nationale des chemins de fer français. D'accord. Avec 7 enfants, la vie était dure. Hein, pour avoir à manger, pour pouvoir suivre les études et tout. Donc la vie était compliquée et le fait que j'ai passé ce concours et que j'ai réussi, c'était une bouche de moins à nourrir dans la famille, quoi. C'était déjà ça qui était chose. Mais j'aurais pu faire autre chose, je suppose, hein, avec le recul quand je pense
Euh, bon, j'ai passé ce concours-là, j'aurais peut-être pu passer un autre concours, j'aurais peut-être pu faire autre chose, je ne sais pas. D'accord, Et quand j'étais embranché là, ben, j'ai continué. Voilà. d'accord, d'accord. Mm. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu regrettes ce choix? Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne regrette pas. J'ai dit peut-être les toutes premières années, quand je me disais qu'est-ce que je viens faire dans ce métier-là, parce que je trouvais pas ça passionnant, en fait, hein, à l'époque. Hein. Je trouvais que c'était un métier un peu ordinaire. Mais bon, j'ai commencé vraiment comme instituteur. D'accord. Hein. J'ai commencé vraiment comme instituteur. Mon premier métier a été instituteur dans une classe unique, Wow, dans ok. dans un petit village en France. D'accord, Et bon, ça s'est passé cas un cas, d'accord, mais la relation avec les élèves est devenue une chose très forte. ok. Et on, quand on est enseignant, on est responsable de ses élèves. Justement, justement. Et il faut les pousser pour qu'ils puissent eux aussi faire des études. Se donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, voilà, il faut travailler pour eux et non pas pour soi. D'accord. Je ne sais pas si en France c'est le cas, mais en Afrique, on constate que c'est les conseillers d'orientation qui décident d'orienter l'enfant, surtout en classe de troisième. Mhm. Certainement parce que la plupart des parents n'ont pas été à l'école. Et je voudrais savoir, est-ce qu'en France, dans toutes les régions de la France, est-ce que c'est pareil? Non, mais enfin bon, moi je suis allé à l'école, je suis assez âgé, donc quand je suis allé à l'école, on ne peut pas parler de la même école il y a quand j'ai débuté que de Mais je l'école. veux dire ce que tu sais, ce que Oui, tu oui. sais. Non, 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 Voilà. oui, Et non, pas je aussi sais par maintenant. expérience. Moi, je sais par expérience que je suis rentré à l'école normale Oui. et bon, parce qu'il y avait le concours, j'étais dans une classe, c'était une classe qui était préparatoire au concours. D'accord. J'ai fait comme les autres élèves de la classe et j'ai eu ce concours et je suis rentré. D'ailleurs, je suis rentré 29e sur 30. Donc, Waouh! pour te dire. Et bon, il y a toujours une partie de chance hein, dans la vie. Hein. Il y a des choses qui se passent comme ça. Bon, je suis rentré là et mes parents étaient tellement heureux que je rentre ici que ben, j'ai continué. Quoi. Je suis rentré, moi, à la fin de la troisième. D'accord, C'est-à-dire, je suis rentré en seconde, première, terminale, j'ai passé mon baccalauréat à l'école normale, et d'accord. après, j'ai fait la formation professionnelle pendant 2 ans Ah, pour, d'accord, pour je être comprends. instituteur. Donc Instituteur. là, moi, j'ai pas été orienté vraiment. J'étais déjà dans une classe de troisième qui préparait à ce concours. Ah oui. J'ai eu le concours, donc je ne me Ah, suis pas d'accord. posé de questions. D'accord. Mais pour mes frères et sœurs, ben, il y en a qui ont choisi eux-mêmes leur route, qui ont fait ce qu'ils ont voulu. Et bon, en connaissance de cause. Je veux dire, j'avais des parents qui étaient peut-être pas très riches, mais j'avais des parents qui étaient instruits tous les deux, Ah, qui d'accord. savaient lire et qui savaient écrire tous les deux, euh, mon père avait un diplôme de, je sais pas comment ça s'appelle, j'avais un diplôme équivalent du bac quoi, hein, à l'époque, puisque D'accord. donc on pouvait discuter à la maison. Puis comme on était 7, Oui. il y avait beaucoup de dialectique et des fois beaucoup de bagarres. Ah, ouais, 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 qu'il fallait gérer. Ouais, ouais. Voilà, je comprends. Ouais. Maintenant, quelle est la différence que tu fais par rapport à l'enseignement dans les pays développés et bien entendu dans les pays en voie de développement? Je veux dire l'Afrique. Euh, Est-ce que c'est la même méthodologie, c'est les mêmes enseignements, Alors, vu tes expériences? oui, alors c'est un peu enfin, c'est un peu compliqué pour moi de parler au nom de toute l'Afrique parce que je n'ai pas vécu dans tous les pays d'Afrique, Justement, mais mais pour ce que tu sais, j'en ai vu quand même 8 différents dans lesquels j'ai travaillé. d'accord, Euh, il y a un rôle essentiel, c'est le rôle du gouvernement de ces pays. d'accord, Si ces pays sont penchés
plus vers une éducation, j'allais dire populaire, et s'ils mettent des moyens sur l'éducation, ce qui est pour moi vraiment le seul pays où j'ai vu en partie que c'était réalisé, c'était au Rwanda. Justement. L'éducation est exactement la même. Hein, exactement la même. Bon, je suis allé là-bas aussi pour former des professeurs aux méthodes actives, aux méthodes nouvelles. Et ils étaient très contents d'adhérer à ces méthodes et d'avoir quelqu'un pour les aider. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de l'éducation, de cette éducation? Qu'est-ce qui devait être fait par nos gouvernants, par les différents États en Afrique pour qu'ils puissent avoir une amélioration au niveau de l'éducation? Est-ce que tu veux que je parle franchement ou Oui, parle franchement. Franchement. Je veux dire que le budget de l'éducation nationale dans de très nombreux pays, en Afrique, est insignifiant. Hein, et une partie de cet argent est détournée au lieu d'être mise au service des élèves et des professeurs. Et donc, tant qu'il n'y aura pas une vraie politique d'éducation, parce que des blablas, il y en a tout le temps. Justement. Il y a des grands blablas, il y en a. Il y a des gens qui vous font des grands discours en disant on va faire ci, on va faire ça, il n'y aura plus de ségrégation, il n'y aura plus de distinction avec l'argent, la race, la couleur, la religion, enfin ainsi de suite. Toutes les promesses du monde. Voilà, et qui ne se concrétisent par rien. Hein, donc, et souvent dans ces grands discours, quand on dit qu'il n'y aura plus de discrimination, en fait, on oublie de dire que ce sont souvent des écoles privées et qui, eux, fonctionnent avec beaucoup d'argent que les élèves doivent payer. Donc, ce qui est forcément aussi un frein à l'éducation, j'allais dire l'éducation populaire, l'éducation de tous les Africains, quoi. D'accord. Alors il y a des pays où bien sûr, quand j'étais au Maroc ça fonctionne un peu mieux aussi, quoi, hein, parce que le Maroc a une tradition un peu plus centrée européenne que africaine, que les autres parties de l'Afrique. Mais bon, c'est vrai que tant que les gouvernements n'auront pas l'intention de mettre des moyens, eh ben, ils auront l'éducation qu'ils méritent. Hein, mais on est bien d'accord sur une chose, plus le peuple est ignorant, plus c'est facile de gouverner. C'est ce qu'on remarque. Ouais, voilà. Là, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je ne veux pas donner des propos subversifs ou des choses comme ça, mais moi je remarque effectivement que dans certains pays, on ne donne rien à l'éducation nationale. Ou ce qu'on donne, il disparaît, on ne sait pas où. Juste pour l'anecdote, j'ai vu au Congo-Brazzaville, j'ai vu une classe, je suis allé dans une classe, on m'avait pas demandé, mais je suis allé dans cette classe parce que l'institutrice qui s'occupait de la classe était avec un inspecteur de l'éducation nationale et il n'y avait personne pour s'occuper de la classe pendant ce temps-là. Et on m'a demandé si je voulais aller dans la classe un petit moment pour m'occuper des élèves. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, quoi. Alors je suis rentré dans une espèce de case immense, c'était immense. Et c'était une classe de CP, et dans cette classe de CP, il y avait 120 élèves. 120 élèves. 120 élèves. Ouais, donc inutile de dire qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire avec 120 élèves. Comment on peut gérer 120 On peut pas. On peut pas. Moi, je les ai gérés pendant à peu près 1 heure, en gros. Enfin bon, je les ai fait chanter pour pouvoir les gérer, mais impossible. Ils avaient un exercice à corriger. Alors, les 2 premiers rangs, à la limite, s'intéressent un petit peu, puis essayent de travailler, et puis tout le reste de la classe fait ce qu'il peut, quoi. Donc, le professeur ne peut pas regarder les cahiers, parce que c'est impossible de regarder 120 cahiers tous les soirs. Hein. Donc, tout est, j'allais dire, à l'avenant, et évidemment, on ne peut pas avoir de résultats avec 120 élèves. Ah oui, non, mais ça je n'ai rien contre les enseignants. Les enseignants que j'ai rencontrés
en Afrique, partout. D'accord. Ce sont des enseignants qui sont valeureux. Ce D'accord. sont des enseignants qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. D'accord. Ils n'ont pas souvent non plus, eux, de formation. D'accord. Hein, donc ils font ce qu'ils peuvent et ils le font du mieux qu'ils peuvent. D'accord. Hein. Et pour ça, je leur tire mon chapeau, comme on dit. Hein. Je pense que heureusement qu'il y a des enseignants qui croient à leur métier, qui travaillent pour les enfants et que grâce à ces enseignants, je parle public, hein, D'accord. comment l'Afrique évolue un petit peu quand même, hein, dans le bon sens, j'espère. D'accord. Voilà. Ok. Des personnages comme Jacques Attali, Oui. qui était un conseiller spécial de François Mitterrand, disent que l'avenir du monde se jouera en Afrique, en ce 21e siècle. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Alors, vu la croissance démographique, bien sûr, de l'Afrique, alors, est-ce que c'est un atout qui va vraiment aider l'Afrique, compte tenu, bien sûr, de cette éducation qui est vraiment n'est pas prise en compte par nos gouvernants? Est-ce que c'est un atout ou ça sera un désavantage pour les Africains? non, alors je pense que l'Afrique, dans les années 2050, autant que je sache sur les statistiques et tout, devrait être peuplée de près de 50 milliards d'habitants. Donc ce sera le plus grand continent en nombre de population. Donc, et le développement, bon, même s'il n'est pas très significatif, il se fait un petit peu. Il y a une avancée en Afrique. Hein. Alors, elle n'est pas assez rapide que ce que tout le monde voudrait, ou ce que surtout les Africains voudraient, mais cette avancée existe. Et je pense que, alors déjà sur la langue française, la langue française sera une des langues les plus parlées au monde, grâce justement à tout ce réservoir africain, hein, puisque en Afrique on parle quand même beaucoup le français. Hein. Donc il y aura une évolution favorable et j'espère que tout se passera pour le mieux pour l'Afrique. Hein. Je n'ai pas, moi je ne suis pas en concurrence, hein, entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie ou l'Amérique. J'ai pas de choix à avoir. Oui, mais c'est vu tes expériences que je te pose ce genre de questions, parce que tu connais mieux les réalités aux États-Unis, en Europe, en Asie, et tu connais aussi les réalités africaines. C'est pourquoi je te pose ce genre de questions, pour que tu puisses nous éclairer sur... Oui, non, mais bon, c'est vrai que les réalités africaines sont ce qu'elles sont, mais elles évoluent quand même petit à petit. Moi, je vois, puisque là aujourd'hui, je suis au Libéria et je forme des professeurs. D'accord. J'ai en face de moi un public extraordinaire de professeurs qui sont avides d'apprendre, qui sont là vraiment pour apprendre. Il y a quelques-uns qui loupent des cours, malheureusement, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont un décès dans leur famille ou une chose comme ça. Mais ils sont présents et ils me posent des questions sans arrêt pour savoir comme ci, comme ça et quoi, et voilà. Et parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre. Et alors, ils ont envie d'apprendre, bien sûr, pour eux d'abord, hein, mais aussi pour le transmettre. Et bon, je ne suis pas seul, hein, en Afrique à venir aider les populations africaines, enfin les enseignants africains. Donc on est quand même pas mal dans les ONG et on espère que, enfin, personnellement j'espère et je souhaite qu'on fasse un peu bouger les lignes. À partir du moment où les lignes commencent à bouger un peu, après elles ne pourront plus s'arrêter. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses du racisme? Alors, de façon générale. Ouais. Alors déjà, moi c'est un mot que j'excrète. C'est un mot que je ne peux pas, qui me fout des frissons. Parce que pour moi, il n'y a pas race. Il n'y a pas de différence de race. D'accord. Hein, les races, c'est une notion qui a été inventée par les nazis. D'accord. Hein, pour pouvoir supprimer tout un nombre de personnes, hein, qui ne leur plaisaient pas.
Hein, eux étaient soi-disant la race supérieure, des grands hommes blonds avec des yeux bleus, et D'accord. il fallait, les autres races étaient chaudes. Mais pour moi, il y a une seule race, il y a une race humaine. Il y a une race humaine qui est née en Afrique, hein, dans le Grand Rift, hein, l'Afrique de l'Est. Le berceau de l'humanité. Tout à fait, tout à fait. Et bon, on a, à partir de ce berceau, les gens ont rayonné un peu partout dans le monde, ils ont traversé les mers et tout, avec les moyens qu'ils avaient eux aussi à l'époque, ils ont évolué, et suivant comme les animaux, comme la théorie de Darwin, les animaux ont évolué en fonction de leur milieu, les hommes aussi ont évolué en fonction de leur milieu. Si je suis blanc, c'est parce que j'ai pas de mélamine dans ma peau et que j'en ai pas besoin, puisqu'on n'est pas sous des soleils les mêmes qu'en Afrique. Justement. Voilà, et pour moi, je ne vois pas de différence entre ta main et la mienne. C'est deux mains qui sont, c'est des mains d'êtres humains, et je ne peux pas, je n'ai rien au fond de moi qui est de raciste. Pour moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est tout d'abord un être humain. Et après, on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, hein. Heureusement, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Mais on peut discuter avec quelqu'un, ne pas être d'accord avec lui, et on peut après dire ce monsieur-là ou cette dame-là n'est pas une bonne personne, ou est une bonne personne, on peut dire le contraire aussi, mais ce n'est pas en fonction de sa couleur de peau qu'on va dire que c'est une bonne personne, ni en fonction de sa religion, ni en fonction de de son argent ou des choses comme ça. C'est juste en fonction de son âme. Est-ce qu'il a une bonne âme ou est-ce qu'il a une mauvaise âme? Est-ce qu'il est prêt à te rencontrer? Est-ce qu'il est prêt à faire des efforts et ainsi de suite? Ou bien est-ce qu'il te méprise? Ou voilà, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je suis pas, j'ai pas en moi de racisme. Je comprends pas ce mot même déjà, parce que vraiment je comprends pas qu'on puisse maltraiter l'être humain. Oui, mais c'est peut-être ton éducation qui te fait dire ça. Mais on est bien entendu, nous sommes d'accord sur ce point que le racisme existe. Ça, je suis d'accord, il existe, il a toujours existé, il existera toujours. Hein, il a existé depuis la nuit des temps. Hein, je pense que même les hommes de la préhistoire se battaient parce qu'ils ne devaient pas avoir la même couleur de peau, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes. Ils n'avaient pas tous le feu, par exemple. Hein, il y a la guerre du feu qui a été célèbre et tout. Donc, et pour peut-être que pour trouver une raison, une raison de prendre les choses de quelqu'un d'autre, on peut lui dire ben voilà, t'es pas comme nous, t'es moins que nous et tout, et donc je peux te dominer, donc c'est peut-être une des raisons, mais je sais que ça existe malheureusement, et puis je sais aussi qu'il y a des gens qui luttent comme ça, mais quand on regarde les États-Unis, c'est toujours pareil, quoi, hein, je veux dire, et pourtant ça fait des siècles que les Américains, enfin les Noirs américains et les Afro-américains sont dans ce pays et sont toujours aussi maltraités. Justement. Donc, mais ça, faut faire changer les mentalités. Alors, comment faire changer les mentalités? Peut-être que le fait de... Alors, on ne peut pas pour les Noirs américains parce qu'ils en rencontrent, donc ils devraient pouvoir changer de mentalité, mais le fait d'aller vers l'autre, d'aller comme moi, par exemple, comme moi, c'est un bien grand mot, hein, je ne suis pas non plus, je suis pas Dieu le Père ni Dieu le Fils, hein, je suis juste un être humain comme un autre. Le fait d'aller dans d'autres pays et rencontrer d'autres gens et voir que les gens qu'on leur rencontre, que ce soit en Chine, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit en Turquie, que ce soit, enfin peu importe, ce ne sont pas des gens qui sont ni plus intelligents que moi, ni moins intelligents que moi. Ce sont des gens qui sont mes égaux. Et
on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de les maltraiter pour faire connaissance avec eux ou bien pour les dominer. Non, on est avec eux, on est tous des frères à mon avis. Donc, et voilà comment je vois les choses. Maintenant, comment les choses peuvent évoluer, je ne sais pas, hein, parce qu'il y a toujours des problèmes religieux, des problèmes culturels qui font qu'il y a toujours des gens qui mépriseront les autres. D'accord. Là, Daniel, on tend vers la fin de l'interview. Alors, je vais te laisser le mot de fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la conclusion? Pour la conclusion, j'espère, enfin pour moi, pouvoir continuer encore quelques années, parce que mon âge commence à devenir canonique et ça devient fatigant, mais je pense que, alors je n'ai pas la pression comme je disais tout à l'heure, je suis ni Dieu ni son fils, je ne suis pas Jésus, je suis pas à prêcher la bonne parole. Je dis des choses parce que je les pense sincèrement. Et j'espère qu'en disant ces choses sincèrement et vraiment, j'aide les personnes à comprendre que je ne viens pas les dominer, je ne viens pas là pour les embêter, je viens au contraire pour les aider. Et je pense, alors, quand je finis un stage ou quand je finis une mission, souvent les gens me remercient. Ils me disent « Oh Daniel, on te remercie, tu nous as appris tellement de choses. » Et moi je leur dis souvent « Détrompez-vous, c'est pas moi qui vous ai appris des choses, c'est vous qui m'avez appris plein de choses. » Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Et on se dit à bientôt. Ouais.